Mais on s'en fout de la victime. C'est pas qu'on est un numéro, c'est qu'on est juste rien. Je suis Eva Futura. J'ai porté plainte il y a plus de 5 ans et demi pour viol dans le cadre du couple. Mais aujourd'hui, je ne vais pas parler de faits, mais bien de violence institutionnelle. Déjà, pour moi, la durée de ma procédure est une violence institutionnelle en soi, et le fait que je sois toujours dedans fait que je sais pas me remettre. C'est pas possible. Je pense que même, je veux pas qu'il soit acquitté, attention, mais même quand ce sera fini, quelle que soit l'issue, même si je préfère qu'il soit condamné, là, je pourrais commencer à revivre, parce que là, je suis en survie depuis 5 ans, 7 mois et plusieurs jours. Et ouais. Donc, on est fin 2019 et une matinée, je prends mon courage à plusieurs mains pour aller chez SOS Viol pour qu'on me confirme ce que je sais déjà en fait. La psy qui va me recevoir à la permanence va m'envoyer au CPVS de Bruxelles. Et déjà, il y a des couacs. L'infirmière a un formulaire avec des questions. Donc, c'est un formulaire de questions préétablies dont je trouve certaines très hors sujet. Donc, il y a des questions sur les premières règles, la grossesse, l'accouchement, les antécédents psy. Moi, je me demande encore et toujours, et personne n'a su m'expliquer, quel lien il y a entre ce que je viens faire au CPVS ce jour-là et toutes ces informations qui sont de l'ordre de la vie privée. Cette même infirmière va être dans l'insistance pour que je porte plainte. Elle va me poser plusieurs fois la question. Et comme elle insiste tellement, je me dis qu'elle en sait plus que moi et que si je le fais, mon agresseur va sûrement être condamné. Je dis donc oui. Mais si elle n'avait pas insisté comme ça, je sais que je l'aurais fait à un autre moment. Car pour moi, avec tous les examens qu'on m'avait faits, tous les médicaments qu'on m'avait donnés avec des biscuits périmés et toutes les questions qu'on me posait, c'était déjà trop. Je ne dis pas du tout que son intention était mauvaise, mais juste que ce n'était pas approprié et qu'elle n'avait pas à insister. Une dizaine de jours plus tard, je reçois une lettre, je ne sais plus de qui, avec les coordonnées d'une assistante de justice. Comme je veux me porter personne lésée, je ne l'avais pas fait directement, dans la mesure où j'avais pas compris de quoi il s'agissait, je décide de la contacter. J'y vais aussi pour lui poser des questions, notamment sur la pertinence de prendre un avocat ou pas à ce stade. Elle me dit que non, qu'avant le classement sans suite, ça n'a pas de sens, que je vais perdre mon temps et mon argent. Je ne réalise pas à l'époque la portée de ce que classement sans suite veut dire, et quelque part ça m'arrange, car je n'étais pas sûre d'avoir les moyens de me payer un avocat à ce moment-là. Malgré les infos qu'elle me donne, je vais revenir à plusieurs reprises avec cette question de la pertinence de prendre un avocat, car je vois que rien n'avance. Elle ne va pas me répondre, ni en direct, ni par mail, et même lorsque j'apprends avec un décalage de plusieurs mois que ma plainte a été classée sans suite une première fois, elle va tenter de me dissuader de prendre un avocat. J'en veux beaucoup à l'assistante de justice, parce que je pense que c'est quand même une des principales coupables. Honnêtement, moi, ça me démange de pas pouvoir donner son nom, parce que je pense que c'est une des principales coupables. Si elle m'avait bien conseillé, si elle avait été à la place à laquelle elle devait être, j'aurais pris un avocat, une avocate. Le parquet n'aurait pas pu faire autant ce qu'il voulait, qu'il a fait. En plus, j'aurais été informée et j'aurais pu prendre des décisions plus justes. Enfin, c'est pas juste le mot que je cherche. Plus appropriées que ce que j'ai pris parce que je savais pas et que j'étais une proie alors que j'avais déjà été une proie. J'aurais eu besoin de quelqu'un de cohérent. Juste ça, de quelqu'un qui m'informe bien, vraiment, honnêtement, complètement sur comment tout ce monde fonctionnait, pour que je puisse prendre des décisions adéquates. Et je n'ai pas eu, et quelqu'un de bienveillant, hein, quelqu'un qui me donne les bonnes infos, mais qui me parle mal, ça non. Quelqu'un qui soit bienveillant et qu'en même temps, il me donne les bonnes infos, quoi. Mi-juin 2020, je suis auditionnée par un deuxième policier après ma plainte au CPVS sur demande du parquet. En fait, ce policier
il avait juste une question à me poser. Et ça aurait pu durer 15 minutes. Au lieu de ça, cela va prendre plus de 3 heures, pendant lesquelles le gars va me cuisiner pour que je dise qu'il ne s'est rien passé. Il va prendre un plaisir dingue à m'humilier, à me rabaisser, à me mentir, à me manipuler, m'obliger à signer le rapport, en me disant que si je ne le fais pas, je ne pourrai pas partir. Comme je n'ai pas d'avocat à l'époque, je suis une proie facile. Et je pense aussi que mon traumatisme prend une place telle que je n'arrive pas à bien réfléchir. Il parvient donc à me faire signer un document avec lequel je ne suis pas d'accord, vu qu'il a fait des tas d'interprétations, qu'il a inventé des paragraphes entiers. C'est délirant. Je pense que un des trucs qui m'a le plus marqué, peut-être pas le plus, c'est quand le policier me demande le deuxième là, me demande si je sais ce que c'est une relation sexuelle. Parce qu'il dit que, en fait, de nos jours, tout le monde porte plainte pour n'importe quoi, et que pour certains, même un baiser, c'est un viol. Et là, je peux dire la grosse différence, c'est très intéressant, parce que j'étais donc à Barcelone. Ok, donc à Barcelone, les policiers parlent catalan. Moi, je parle castillan. On m'a volé mon sac, et je vais à la police. Et je trouve que c'est totalement impressionnant, donc j'explique les faits, comment ça s'est passé, comment les souvenirs que j'en ai, enfin voilà, truc classique. Et donc il me remet un rapport de 2 pages avec textuellement ce que j'ai dit. Au catalan, parce que je sais lire le catalan, parce que à la lecture c'est proche. Et là, textuellement. Par contre, quand je porte plainte pour viol, c'est bourré d'interprétations, de minimisation. Ça, je trouve que c'est important de le dire, tu vois. C'est bourré, quoi. Mais même le premier policier qui est du CPVS, qui est bienveillant, que je trouvais un petit peu trop autoritaire à la base, mais qui finalement va avoir un comportement bienveillant avec moi, est dans l'interprétation. Et bon, après, il est néerlandophone, je suis francophone, il écrit mal en français, c'est n'importe quoi. Mais au-delà de le problème linguistique, il y a des interprétations. Et le deuxième, alors là, j'en parle même pas. Lui, j'ai porté plainte contre lui, mais la plainte a été enterrée. Hein. Elle a été enterrée. J'ai eu une convocation par la police parce que le comité P, vu la nature des faits, avait transféré ça au parquet. Donc j'ai été convoquée dans la même zone de police. C'est convoqué et auditionné par un de ses collègues qui va passer 3 quarts d'heure à essayer de me convaincre de ne pas confirmer cette plainte. Et je vais quand même la confirmer. Mais il m'a dit, vous n'entendrez plus jamais parler de cette plainte. Effectivement, je n'ai plus jamais entendu parler de cette plainte. D'un autre côté, il y a le parquet qui, tant que je ne me porte pas partie civile, ne va quasi rien faire et va reclasser sans suite, une fois de plus, en refusant quasi tous les devoirs d'enquête demandés par mon avocate, lorsqu'enfin j'en ai une, et en ne faisant même pas ceux acceptés. Il va se passer plus de 4 ans après ma plainte, lorsqu'enfin le parquet va être sanctionné et être obligé de faire un devoir d'enquête qu'il avait accepté. Même ça, il ne va pas le faire en entier. Donc, il faut 4 ans pour que je sente que ça bouge. Donc, après plus de 4 ans, ce sont les audiences qui commencent. Mais moi, je suis déjà consumée par toutes ces années d'attente. Au bout de 5 ans, mon agresseur va être finalement poursuivi. Parallèlement à tout ce que je viens de raconter, et qui n'est pas du tout l'intégralité, je fais aussi face à une errance concernant l'accompagnement psy. Il faut savoir qu'au CPVS, et malgré mon insistance, elles vont être 2 à refuser que je sois suivie là-bas. Parce que je suis envoyée par SOS Viol. Je sais pas, je comprends pas la logique, mais bon, voilà. Perso, pour des raisons que je ne vais pas développer, je n'ai pas envie d'être suivie chez SOS Viol. Mais ce que veut la victime n'a pas l'air pertinent. Mon consentement est bafoué. Je ne suis pas OK avec cette décision. Avec SOS Viol, je n'ai pas de souci avec mon accompagnement. Ça a bien matché avec la psy. Le seul problème que j'ai avec SOS Viol, c'est la manière dont on va se débarrasser de moi. Déjà, il n'y a pas tellement de suivi, parce que le Covid tombe assez vite et que pendant le confinement, il n'y en a tout simplement pas. Vers août 2020, la psy me dit qu'elle ne va pas être là pendant quelques temps et veut me confier à une assistante sociale. Je ne suis pas très chaude, j'avoue, mais elle parvient à me convaincre d'essayer. Le problème est que cette personne, quand je lui raconte mon vécu et comment je me sens, elle me montre un visage accablé. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui soit le miroir de comment je me sens à l'intérieur. Donc je lui demande par mail si elle ne peut pas me conseiller une psy à l'extérieur. J'attends encore la réponse.
Donc, je suis lâchée dans la nature et je vais tomber dans une grosse errance. Je vais d'abord aller chez une dame qui se dit spécialisée, mais qui va me sortir des propos du style « Peut-être que vous allez vous découvrir lesbienne ». Je me dis, je vois pas le lien, mais ok. Je vais me rendre compte, pas assez vite à mon goût, qu'elle est complètement à côté de la plaque, pas du tout spécialisée et tout à fait dans la culture du viol. Je vais donc changer et aller chez une autre que je connaissais déjà et qui était gentille. Jusqu'à que je vienne avec cette histoire. Là, elle va me sortir des propos du style « Il a fallu que vous touchiez le fond pour comprendre. » Donc c'est ma faute. Être violée dans le cadre du couple, c'est mon fond à moi. Mais mon agresseur, tranquille. Elle va aussi faire plein de petits bruits de bouche, des expressions qui montrent clairement son agacement. Jusqu'à que je pète un câble salutaire et que je lui dise ces 4 vérités. À ce moment-là, je me réveille et je comprends que toute cette violence sur la violence n'est pas normale. Je vais laisser passer du temps avant d'aller chez une autre psy. Avec celle-ci, je vais avancer. Mais à un moment donné, je vais devoir subir une opération et je vais donc mettre la thérapie en pause. À ce moment-là, je vais être convoquée à la mutuelle et je vais lui demander de faire un rapport. Dans le rapport, elle va écrire que j'ai arrêté la thérapie, pas que je l'ai mis en pause. Et le médecin conseil, qui est en fait une kiné, va s'en servir pour me porter préjudice et mettre une date de fin à mes allocations. Inutile de dire que j'ai perdu confiance en la psy. Ensuite, je vais encore tenter une psy qui va me dire que je dois aimer les relations compliquées. Une thérapeute qui prend des coups de fil privés pendant les séances. Je vais participer à un groupe de parole dont les intervenantes sont hyper bienveillantes, mais complètement à côté de la plaque. Oui, je sais quand même faire la part des choses. Donc après ça, et j'ai une avocate chez qui je vais aller avant d'aller chez celle qui est toujours mon avocate aujourd'hui, qui va me dire que mon agresseur avait des sentiments pour moi. Donc elle va faire celle qui lit le dossier, je vais payer pour qu'elle lise le dossier, et puis elle va, quand je vais retourner, elle va me dire « Oh, ça se voit qu'il a des sentiments pour vous. » Moi, je pète un câble, mais vraiment, « Ouah, je commence à crier !» Bon, on s'est plus jamais revu, évidemment. Je me dis, comment cette bonne femme, elle va me représenter si elle est en train de dire qu'il a des sentiments pour moi? Déjà, c'est faux, même si c'était vrai. C'est pas le sujet. Il m'a violé, le gars. Tout ça pour dire que c'est très difficile de se réparer dans des conditions pareilles et qu'aujourd'hui, je ne sais pas ce qui, entre les faits et cette errance, m'a le plus détruite. Donc, on arrive plus ou moins au moment où je me porte partie civile avec cette double errance et la vie à côté. Et moi, comme je le disais avant, je suis consumée. Je développe systématiquement des tas de symptômes qui commencent environ 10-15 jours avant et qui vont se poursuivre jusqu'à parfois la décision qui découle de cette audience et qui le plus souvent arrive 4 semaines plus tard. Les symptômes sont une grosse sensation d'irréalité, donc de la dissociation, la perte de poignées de cheveux, d'appétit, mon sommeil qui devient encore pire que d'habitude. Je rappelle que je dois mener ma vie à côté. Donc, est-ce que je fais exprès de n'être pas bien? Non, je ne contrôle pas ce qui se passe dans mon corps. Encore très récemment, mon agresseur aurait enfin dû être jugé et ça a à nouveau été reporté à l'automne. Le report d'audience, honnêtement, m'a achevé, mais complètement. Je pense que je m'étais pas sentie aussi mal depuis longtemps, parce que moi, je m'étais préparée à l'acquittement. Je m'étais préparée à la suspension du prononcé, qui n'est pas possible dans mon cas, vu que il est jugé par défaut et que j'ai appris très récemment que c'était donc pas possible. Mais je m'étais pas pour moi, c'était pas possible, en fait, qu'on puisse encore, alors que j'ai vu tellement d'affaires se juger avant la mienne, et la mienne, elle est déjà tellement ancienne. Je sens bien que selon beaucoup de gens, le traumatisme a une date de péremption. Comme si, parce qu'il s'était passé X années, il aurait dû partir comme par magie. J'aimerais bien que ça fonctionne comme ça, mais ce n'est pas le cas. Ce qui m'insupporte, c'est vraiment cette invisibilisation et minimisation de la violence institutionnelle qui s'ajoute à ce qu'on a déjà subi et qui est étiquetée, je me demande pourquoi, comme un crime, mais qui n'est pas traité comme tel. Il y a encore cette idée de « vous ressentez les choses comme ça, mais peut-être que c'est faux ». Certains sont dans une démarche sadique
et pas très courageuse de je vais écraser de la victime à terre. Je l'ai très bien senti. On est dans une errance perpétuelle, mais on s'attend à ce qu'on soit réparé et qu'on se comporte d'une certaine manière. Moi, par exemple, on parle souvent de ma colère. C'est une émotion pas du tout appréciée, encore moins chez la femme. On a beaucoup critiqué ma colère, mais même des victimes, d'autres victimes. Hein. C'est-à-dire, c'est pas exclusif de la justice, c'est les différentes façons de réagir. Et moi, je me mêle pas de la façon dont toi tu gères. Si toi tu laisses tomber, c'est que pour toi c'est ok. Pour moi, je sais pas autrement que d'être comme je suis, quoi. Et je vais pas me taire, je vais pas me brider juste parce que toi ça te dérange. Voilà. L'émotion dominante, c'est la colère. Et je peux pas. Et parce qu'elle dérange tout le temps. Et que je suis comme ça depuis autant d'années. Et en même temps, si je ne l'avais pas, je serais à terre. Et je ne veux pas dire par là que je ne le serai pas un jour, que ce soit physiquement et ou psychologiquement. Mais entre-temps, c'est ce qui me tient debout depuis toutes ces années. Et croyez-moi, c'est pas agréable. Ce ne sont pas les autres qui la sentent dans leur corps, c'est moi. Comme c'est moi et pas les autres qui sont dans mon corps et dans ma tête. La dissociation, les angoisses, qui arrête de manger, de dormir, qui perd ses cheveux et qui en fait une obsession parce que je pense que je vais devenir chauve, qui fait face à des problèmes physiques à répétition. C'est moi qui vis tout ça. Ce ne sont pas que les faits qui provoquent tout ça. Et je pense qu'il serait temps que la violence institutionnelle soit reconnue et interdite. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas acceptable. Ça s'ajoute au fait, ça détruit. On dit que parfois le viol tue, que c'est une mort sans cadavre, et moi je suis arrivée à me demander, ce n'est pas finalement plus dû à tout ce qu'on subit quand on cherche de l'aide qu'à cause des faits eux-mêmes. Parce que ce n'est pas compréhensible pour le cerveau humain de subir autant de violence alors qu'on vient demander de l'aide pour quelque chose qui constitue un crime. Honnêtement, je pense, et je vais paraître prétentieuse en disant ça, qu'on est finalement plus des personnes à admirer qu'à juger et à rabaisser. La plupart d'entre nous sommes debout, alors qu'on vit tout ça, et qu'on a une vie à côté. Si j'avais été mieux informée, j'aurais été voir directement un avocat, une avocate, j'aurais su que je dois aller voir un psychologue spécialiste de la psychotraumatologie et de la victimologie, j'aurais su que je devais aller voir tel type d'avocat que je pense qu'il n'existait même pas à l'époque parce que absolument personne n'était formé. Je pense que j'aurais porté plainte, mais si j'avais eu les infos, j'aurais bien fait ça et je suis persuadée que ce serait terminé aujourd'hui. Je dis pas qu'il aurait été condamné, ça j'oserais jamais dire, mais que ce serait terminé, oui. Le savoir, c'est le pouvoir, quoi. Au-delà de ça, il y a vraiment un sexisme dans la justice et en fait, partout. On est dans une société patriarcale. C'est partout. Où qu'on aille, à moins que la personne soit pas seulement formée, qu'elle soit déjà ouverte d'esprit. Parce que la formation seule ne suffit pas. Donc, je pense que c'est la société, c'est tout le monde, Mais on s'en fout de la victime. C'est pas qu'on est un numéro, c'est qu'on est juste rien. Je veux pas arrêter pour que ça se termine parce que finalement, c'est aussi une injustice. Je veux dire, arrêter, moi je vais regretter parce que je l'ai dit à un moment, à quoi bon continuer? Mais finalement, c'est une autre injustice de plus que pour que ça se termine, je dois moi arrêter. Non. Il doit être condamné ou acquitté ou quelque chose. Bon, vu les preuves, ce serait vraiment grave qu'il soit acquitté. Mais il faut que ça se termine. Mais tu vois, le problème, c'est que je pense que même s'il était condamné, ça apprête tellement d'usure que je vais pas avoir la joie que j'aurais eu s'il avait été condamné au bout d'1 an et demi, par exemple, tu vois. Là, ça va pas être la même chose. Parce qu'avant, je m'imaginais vraiment de pleurer de joie et maintenant ok, quoi. C'est fini. Et puis, je sais très bien qu'il va pas aller en prison. Je sais très bien que ça va être du sursis, que ça va être une peine débile, qu'il va recevoir une lettre à la maison, qu'on va lui dire, monsieur, vous êtes condamné. C'est là où on se dit que si j'avais su tout ça, est-ce que je me serais donné autant la peine? Là, oui, là, je me pose quand je réfléchis comme ça, je me dis, parce que c'est un peu amateur, c'est un peu de la grosse blague, en fait. Alors que
c'est un crime, apparemment. Moi, j'ai pas remarqué qu'on traitait ça comme un crime, mais apparemment, ça c'est mis comme crime. Et donc, je pense que quand on vient voler chez toi, c'est très bateau ce que je veux dire. On te croit plus, c'est l'assurance, voilà, et machin, et on cherche les les malfrats qui sont venus. Alors que là, ouais, c'est bon. On s'imagine la victime comme juste victime. Et on est multiples. Dire oui, je suis en colère, mais je ris, je vis, je sors. Après, au niveau de la justice, il vaut mieux pas trop dire ça parce que ça aime bien qu'on soit à la maison sans rien faire. Mais on n'est pas qu'une victime. On est une personne avec cette facette de survivante, victime, ce que tu veux. Moi, je ne suis plus victime de mon agresseur, je suis toujours victime de tout ça. Et ça, moi, j'ai pas de problème avec ce terme. Parce que je me dis, si on dit pas je suis victime de ça, il y a pas de coupable et il y a rien qui bouge. Moi, je porterai plus jamais plainte pour rien.